Bien. Jean-Louis Levet est le haut responsable à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne. Depuis 2003, il parcourt l'Algérie dans tous les... 13, pardon. Il parcourt l'Algérie dans tous les sens. Il rencontre les opérateurs économiques, mais aussi les responsables politiques, les administrateurs des entreprises, les entrepreneurs. Monsieur Xavier Belin, si vous voulez venir, Monsieur Belin, qui est le président du groupe Avril, l'agroalimentaire, leader de l'agroalimentaire français, qui est aussi président de la FNSEA, qui est aussi un ami de la Méditerranée de longue date, puisque vous soutenez depuis de longues années les travaux de l'IPMED. Vous avez même été quelque temps président du conseil de surveillance, je crois. Et là, vous étiez déjà présent au Maroc et en Tunisie, et là, l'année dernière, vous avez créé une co-entreprise en Algérie, donc vous pourrez apporter votre témoignage. J'appelle Monsieur Boualem Aliouat, qui est le conseiller de Monsieur Laïd Benamor, qui était empêché, et il vous prie de l'en excuser. Alors, Monsieur Aliouat, il est professeur à Nice, ou ici, si vous voulez, à Nice Sophia Antipolis, professeur en stratégie d'entreprise. Il est conseiller du président Benamor. Il est aussi vice-président du Conseil africain de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et puis, il y a Alexandre Kateb, qui est un jeune économiste, toujours jeune, mais déjà de grande renommée, qui a accompli une mission de conseil auprès du Premier ministre Abdelmalek Sellal à propos des réformes de la loi de finances 2017, en fin d'année 2016, et qui est encore régulièrement consulté avec d'autres experts par le Premier ministre algérien. Donc, nous allons commencer par l'intervention de M. Boualem Aliouat, qui veut nous présenter quelques diapos sur l'état des lieux de l'Algérie et de son potentiel d'avenir. C'est vous qui opérez? C'est bon. Alors d'abord, je tiens à vous saluer tous et vous remercier pour une présence aussi nombreuse, l'intérêt que vous portez à la question algérienne. J'ai beaucoup apprécié les interventions très enthousiastes, à la fois sur l'Algérie et le rôle que pourrait jouer l'Algérie dans la verticale Europe-Afrique. Nous sommes à peu près ici tous convaincus effectivement que l'Algérie pourrait jouer ce rôle à l'avenir qui est pour elle un devoir historique et en même temps tout à fait naturel. Alors ce qui est prévu ce matin, c'est que dans un premier temps, on parle plutôt des réalités d'aujourd'hui et des ambitions pour demain. Pour aborder ensuite ce que les Algériens aussi attendent des partenaires français. C'est aussi une question centrale ce matin. Et puis peut-être en arriver à quelques conseils pratiques pour so what. Un certain nombre d'entre vous sont intéressés à des questions très pratiques d'investissement en Algérie. Et là, il y a un certain nombre d'acteurs qui viennent d'être présentés, qui ont une très grande expérience en Algérie et qui pourront bien évidemment vous faire part de ces conseils. Alors, peut-être quelques chiffres. Alors, certains d'entre vous les connaissent très certainement, d'autres peut-être un peu moins. Je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Dans certains cas, l'Algérie, c'est, quoi qu'on en dise, dans sa région, une économie solide. Vous avez dans sa région des pays qui ne vont avoir qu'une couverture des importations en termes de réserve de change de 2 ou 3 mois. L'Algérie, avec ses 114 milliards de dollars, a aujourd'hui une couverture entre 28 et 30 mois. Elle a un taux d'endettement qui font envie dans beaucoup de pays européens. Elle est le premier taux d'investissement, on le voit, avec 33,5% de son budget annuel pour 2017, le premier taux d'investissement per capita au monde. Elle a un taux de croissance qui est tout à fait, en moyenne, intéressant, 3,54% prévu pour 2018.
On parle de la croissance hors hydrocarbures. Et vous avez une loi de finances 2017 dont on parlera tout à l'heure, dont les experts présents ici parleront également. Une loi de finances 2017 qui accompagne véritablement la volonté de l'Algérie de sortir de son économie focalisée essentiellement sur la rente des hydrocarbures, avec deux éléments importants dont on reparlera. D'une part, la fiscalité ordinaire qui prend le pas aujourd'hui sur la fiscalité liée aux hydrocarbures et le taux des transferts sociaux qui a très très fortement diminué. On est aujourd'hui à 24%, on était à entre 50 et 60% encore en 2013. Donc une économie qui est en train de radicalement évoluer, se diversifier et en train de devenir beaucoup plus attractive pour des entreprises étrangères. En l'occurrence, ici, nous parlons précisément des entreprises françaises. Alors, deuxième élément important, je pense qu'il faut aussi noter, indépendamment que ce soit que l'Algérie est une entreprise, une économie solide, c'est aussi une économie excessivement cadrée. Alors, je le dis, ça peut paraître complètement candide, mais de temps en temps, il faut le préciser. Ça n'est pas une zone de non-droit, ça n'est pas un pays complètement désorganisé d'un point de vue institutionnel. Les entreprises françaises, je pense que Xavier Belin, Alexandre Kateb ou Jean-Louis Levet vous en parleront, sont accompagnées, encadrées. Vous avez un certain nombre d'institutions en Algérie qui accompagnent les entreprises françaises, qu'il s'agisse des banques, qu'il s'agisse de chambres de commerce, qu'il s'agisse d'organisations patronales, etc. Certes, il y a peut-être encore à construire, à bâtir un organisme algéro-français des affaires pour, bien évidemment, encore améliorer et accompagner le volume d'affaires à venir. Mais il y a un cadre légal, il y a un foncier industriel qui a été libéré, il y a véritablement aujourd'hui toute une plateforme qui fait de l'Algérie, je dirais, une place d'investissement complètement sécurisée. Donc ça, c'est important de le signaler. Je pense que ça permet de lever quelques fantasmes parfois. Alors, celles qui parlent le mieux de l'Algérie sont les entreprises qui sont implantées en Algérie, les entreprises françaises, j'entends. Vous avez des taux de croissance moyens en Algérie qui sont entre 8 et 12%. Et pour certaines, des taux qui sont même indécents, j'en parlerai. Vous avez une potentialité de contractualisation importante pour des TPE et des PME. On parlera tout à l'heure de l'Algérie de demain et de ses projets. Et là, je pense qu'il y a un boulevard pour des investisseurs, qu'il s'agisse de grandes, de petites, moyennes ou de TPE. Une balance commerciale avec la France qui est l'une des meilleures pour la France. Elle est très positive. Donc on a ici véritablement une verticale créatrice de valeur entre la France et l'Algérie. Encore une fois, ce sont des éléments qu'il est important de rappeler. Si on regarde un peu les taux de croissance de certaines entreprises emblématiques françaises implantées en Algérie, elles-mêmes reconnaissent que ce sont des chiffres records dans leur EBITDA global. Vous avez 11,7% de croissance en 2016 pour Renault, avec 35,6% de part de marché. Renault ayant complètement joué le jeu de la colocalisation industrielle et ayant été récompensé en retour en matière de co-développement. 74% en moyenne pour le groupe Accor-Hôtel, qui est en phase, je dirais, de très forte croissance en Algérie, puisque tout était à faire en matière d'hôtellerie. Mais on a des taux de croissance très importants. Si on prend le cas de Lafarge-Holcim, on a une très très forte contribution à l'EBITDA global de 28%,
de l'Algérie. Et Lafarge reconnaît que l'Algérie est l'un des 4 ou 5 pays qui explique en grande partie ce chiffre important. Total est entre 10 et 15% de croissance à l'année. Et on ne parle ici que de grandes entreprises emblématiques. On pourrait dire à peu près la même chose des PME, PMI qui aujourd'hui sont implantées en Algérie. Donc je sais qu'on a l'habitude de ne parler que des problèmes. Hein, vous savez, c'est une caractéristique qui est à la fois propre aux Algériens et aux Français, mais il faut aussi de temps en temps rappeler quelques chiffres qui sont la réalité. Et les chiffres sont têtus. Ici, en l'occurrence, la situation est beaucoup plus favorable qu'on ne le pense. Alors, peut-être qu'avant d'aborder les secteurs et les opportunités de demain, sur les projets sur un certain nombre de secteurs, et vous verrez qu'il y a énormément de potentiel, je vais peut-être repasser la parole à... Merci, professeur. Moi, je vais tempérer un peu votre propos. Ce n'est pas pour être négatif, c'est juste pour rappeler quelques chiffres quand même. Dans votre première image, vous avez montré 114 milliards d'euros les réserves de change. D'accord ? Mais c'est à peu près pareil. Vous avez juste oublié de dire qu'il y a 2 ans, elles étaient à 190 milliards. Donc elles ont fondu à peu près de moitié en 2 ans. Pourquoi ? Alors je répondrai à ça. Vous répondrez, mais je termine d'abord, ok ? Pourquoi ? Parce que l'effondrement du prix du baril du pétrole à l'été 2014, en juin, je crois qu'on était à 115. L'année dernière, en janvier, on était à 22 ou 27. Là, il est remonté à 56 hier soir. Et pendant ce temps-là, évidemment, l'Algérie a perdu ses réserves. La croissance globale, parce que là, vous avez montré la croissance des entreprises françaises, ce qui est très intéressant, on s'en réjouit. Hein. Entreprises françaises en Algérie. Mais la croissance algérienne, c'est 3,6. C'est super, vu d'Europe. Sauf que ça ne suffit pas. L'inflation est à 5,2 en 2016. Et puis, le chômage a augmenté aussi. Donc tout ça, c'est pas pour être critique, parce que justement, il y a un effet paradoxal de cet état de choses un peu dépressif, on va dire. C'est que, alors M. Benhammer aurait été là, je lui ai rappelé son propos, c'est que justement, il y a une force de progrès, on va dire, de modernisation en Algérie. C'est le monde de l'entreprise, les patrons du privé, le FCE, le Forum des chefs d'entreprise, qui poussent pour qu'il y ait des réformes. Et des réformes qui seraient bien utiles pour la prospérité du pays. Et là, je vais passer la parole à Alexandre Keta, parce que vous avez dit, s'il veut bien, vous avez dit aussi que le budget social avait été raboté. Au contraire, il a augmenté de 0, quelque chose dans la loi de finances 2017. Et je voudrais demander à Alexandre, qui est donc à conseiller le Premier ministre sur la loi de finances 2017, de nous parler justement du débat sur les réformes, comment vous avez pu faire avancer les choses, comment aussi, sans doute, il y a des choses qui n'ont pas pu avancer. Si vous voulez bien apporter votre témoignage, Alexandre, merci. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à cette réunion. Donc, avant de rentrer vraiment dans le détail de la loi de finances 2017, je crois qu'il faut resituer un petit peu le cadre général dans lequel on se place, et notamment comprendre un petit peu l'évolution de la situation depuis ces 2 dernières années, et puis la logique des réformes économique qui est mise en place pour faire face à cette évolution. Donc je dirais d'abord que la situation, effectivement, d'un point de vue économique, s'est caractérisée par un choc brutal à l'été 2014 avec l'effondrement des prix du pétrole. Et ce choc brutal a eu des incidences sur l'économie algérienne, des incidences qui ont été différées dans un premier temps parce que l'Algérie avait accumulé une épargne publique considérable, notamment à travers le fonds de régulation des recettes qui avait été mis en place justement pour faire face à ce type de situation. Et donc l'État a puisé dans ce fonds de régulation des recettes pour combler le manque à gagner en termes budgétaires et fiscaux, et poursuivre un certain nombre de projets pour ne pas casser la dynamique de croissance. Aujourd'hui, ces marges de manœuvre au point de vue budgétaire sont quasiment épuisées,
Et effectivement, on entre dans une deuxième phase, et c'est tout le sens des mesures qui ont été prises depuis 2015, à partir de la loi de finances complémentaire 2015, ensuite de la loi de finances 2016 et de la loi de finances 2017 aujourd'hui. Alors ces mesures, elles sont de deux ordres. D'abord, ce sont des mesures qui sont d'ordre conjoncturel et qui visent à atténuer l'impact du choc massif subi par l'économie algérienne sur les finances publiques et sur la balance commerciale, et puis de manière, disons, induite sur la croissance et sur l'emploi. Donc ces mesures conjoncturelles, elles ont visé tout d'abord à limiter les importations, et notamment à établir un certain nombre de quotas sur un certain nombre de postes d'importation importants, que ce soit les véhicules, que ce soit les matériaux de construction, et que ce soit un certain nombre de produits aussi qui ne sont pas jugés prioritaires. Et donc, avec cette mise en place d'un ensemble de restrictions sur les importations, c'est aussi une nouvelle logique industrielle qui se met en place, puisque aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, c'est que tous ces biens qui étaient importés auparavant soient produits en Algérie. C'est le cas aussi bien pour les véhicules, et là on voit une nouvelle dynamique dans l'industrie automobile qui se met en place, en capitalisant sur ce qui a été fait avec Renault, et puis avec d'autres constructeurs. Aujourd'hui, Volkswagen, qui a annoncé une très grande usine d'assemblage de véhicules en Algérie, et puis d'autres constructeurs coréens, américains aussi, qui vont embrayer le mouvement. Et ce mouvement est soutenu par des mécanismes notamment de crédit à la consommation pour acheter des produits fabriqués en Algérie. Et ça, c'est très important. Ça illustre vraiment aujourd'hui un changement de paradigme en faveur de l'investissement local, et donc de la production locale qui est soutenue par un grand marché qui, faut-il le rappeler, est, en fonction des différents secteurs, le deuxième ou le troisième marché en Afrique, pour les véhicules notamment. C'est le deuxième marché en Afrique après l'Afrique du Sud. Pour les médicaments, c'est aussi le deuxième marché en Afrique. Et donc ça illustre la taille et le potentiel du marché algérien, et cette dynamique qui est portée essentiellement par la demande intérieure, avec un potentiel de développement encore très fort de cette demande intérieure qui est soutenue aussi par l'État à travers différents mécanismes. Donc ces mesures, qui sont des mesures à la base conjoncturelles, ont eu un effet induit, on va dire, de changement de modèle, et finalement on a observé effectivement une augmentation de la production dans le secteur automobile, dans le secteur de la pharmacie, où l'objectif est de couvrir 70% de la demande locale à travers la production locale, d'aller vers une industrie du générique généralisé, et puis également d'aller de plus en plus vers les spécialités pharmaceutiques, tout ce qui est oncologie et maladies chroniques, et donc de développer des pôles d'excellence et d'expertise avec l'aide de partenaires étrangers. Et là, je pense que les entreprises françaises ont tout leur rôle à jouer dans cette évolution vers la qualité et vers l'expertise, donc pour amener davantage de production et au niveau local. Alors, si je continue dans les mesures qui ont été mises en place, il y a aussi une volonté de rationaliser les grands projets d'équipement, sachant que pendant près d'une décennie, à partir des années 2004-2005, il y a eu un très grand investissement dans les infrastructures. De l'ordre de 500 milliards de dollars ont été investis dans différents projets, dont certains emblématiques, comme l'autoroute Est-Ouest, qui aujourd'hui connecte toutes les grandes villes du pays, et qui a considérablement facilité le trafic et le transit de marchandises entre les différentes parties du pays, qui a unifié aussi le marché, puisqu'avant vous aviez des productions qui étaient vendues dans différents endroits, mais qui n'étaient pas
entre guillemets, transportés dans d'autres régions du pays. Donc vous pouviez avoir différentes marques de yaourts de l'Est à l'Ouest qui étaient complètement différentes. Aujourd'hui, il y a une intégration du marché et ça, c'est le résultat de cet investissement dans les infrastructures. Et je crois que ça, il faut le rappeler et il faut vraiment mettre l'accent sur cette capacité à transformer l'économie que ces grandes infrastructures ont eu. Aujourd'hui, cet effort est poursuivi, mais sous une forme différente, avec la volonté d'y associer le secteur privé, avec la volonté d'y associer les partenaires étrangers, notamment dans le cadre du partenariat public-privé, avec une loi en préparation dans ce sens, et surtout avec une nouvelle logique, parce que les moyens ne sont plus aussi importants qu'avant, et surtout parce qu'il y a une volonté aujourd'hui d'évaluer les projets et de sélectionner les projets qui ont un véritable impact sur l'économie. Et donc, j'en arrive à la loi de finances 2017, c'est ce qui explique ce coup de rabot finalement très important sur les dépenses d'équipement, de l'ordre de 38%, qui bien sûr peut avoir certaines incidences négatives, puisqu'il aura un impact sur le secteur de la construction, du BTP, de l'équipement, et ça, il y a des mesures compensatoires qui sont mises en place. Mais ce que le gouvernement veut arriver à faire à travers ces mesures, c'est effectivement d'aller vers un modèle qui est davantage porté par le secteur privé, par l'investissement privé, par l'investissement productif, et beaucoup moins par la dépense publique dans les équipements. Allez, Jean-Louis Levet, s'il vous plaît, parce que l'état des lieux, l'état d'un pays, c'est aussi l'état d'esprit d'un pays. Donc vous êtes d'innombrables contacts depuis 2013 et pas 2003. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, Jean-Louis, sur le partage avec les Algériens ? D'abord, un grand merci à BPI France, à la Tribune et l'IPME d'avoir pris cette initiative. Et on a besoin effectivement de parler d'Algérie en France. Et souvent, quand on en parle, c'est toujours en termes négatifs. Et donc, il est bon que de temps en temps, la France fasse appel à son cortex cérébral et à son intelligence et comprenne que son intérêt, c'est aussi de travailler avec l'Algérie. Et Jean-Louis a rappelé le cadre et les grandes mutations de fond sur lesquelles je n'en reviendrai pas. Je vous ferai simplement un retour modeste d'expérience, puisque effectivement, depuis 3 ans, en tant que haut responsable, ma mission s'inscrit dans la déclaration de coopération que les 2 présidents ont signée en décembre 2012. Et donc ma mission, bien sûr, consiste à aller en permanence sur l'ensemble du territoire algérien à la rencontre des entreprises, des universités, des clubs d'entreprise. J'en tire trois enseignements. Premier enseignement, en Algérie, il y a dans tous les domaines du développement économique et social des besoins qui sont considérables et qui sont finançables. Tous les grands domaines de la ville durable, par exemple. En Algérie, vous avez 40 millions d'habitants aujourd'hui, il y en aura 50 dans les 15 prochaines années. Vous avez une très grande concentration des populations tout le long de la Méditerranée. Et donc, il est très important pour l'Algérie de faire en sorte que les villes sur les hauts plateaux et dans l'arrière-pays, eh bien, les populations puissent se territorialiser. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Tout ce qui touche la ville durable, avec tous les secteurs autour, efficience énergétique, etc., sont vraiment importants. Il y a bien sûr tout le domaine de l'agriculture qui est fondamental. L'agriculture, première et deuxième transformation. C'est un pays qui a un potentiel agricole considérable. Sa balance commerciale dans ce domaine est encore largement déficitaire, de près de 40%. Donc l'Algérie en fait une priorité, et nous savons combien nous avons en France un écosystème dans ce domaine qui est extrêmement important. Et bien sûr, Xavier Belin en parlera mieux que moi. Il y a également tout le domaine de l'énergie. L'Algérie est tout à fait consciente qu'il lui faut réaliser dans les 30 prochaines années une transition énergétique et écologique. Donc il s'agit bien sûr à la fois de moderniser ces grands groupes que sont Sonatrach et Sonelgaz, mais aussi de les orienter vers les énergies renouvelables. Et ça, c'est un point évidemment extrêmement important. Plusieurs dizaines de milliards de dollars sont prévus pour investir dans les prochaines années, et le gouvernement algérien se fixe 30% de NR dans son portefeuille énergétique dans les prochaines années. Donc ça aussi, c'est un facteur important pour à la fois nos grands opérateurs dans ce domaine et les ensembles de TI et de PME françaises qui travaillent dans ces domaines. Et je pense notamment aux milliers de start-up françaises qui se créent depuis des années et qui sont déjà à l'international. Il y a également tout le champ du numérique.
Le numérique est très important en Algérie, d'abord parce que c'est un territoire gigantesque, 4 fois, 5 fois la France, donc ça permet de gagner du temps sur le plan géographique, de communiquer entre entreprises, entre universités, entre villes. C'est aussi une façon de moderniser les structures productives de l'Algérie, mais aussi la sphère publique, qui bien sûr en a besoin. Et le numérique et la culture du numérique, bien sûr, est essentielle pour permettre à l'Algérie de passer, on va dire, d'une économie très centralisée et entière à une économie déconcentrée, décentralisée et entrepreneuriale. Et puis vous avez aussi tout le domaine des transports, bien sûr, qu'ils soient ferroviaires, aériens, et puis tout le domaine de la santé, bien sûr. 40 millions d'habitants, 550 hôpitaux à moderniser en Algérie. Donc là, vous avez dans ces grands domaines du développement humain des besoins qui sont très importants. Et donc c'est aussi à nous, Français, à comprendre ces besoins, à faire un minimum de veille active. Le deuxième enseignement que j'en tire, c'est que, M. Mignot l'évoquait à l'instant, c'est que je rencontre les 3 ou 4 fois par mois où je suis en Algérie, je rencontre toujours des entrepreneurs. Je ne parle pas de l'économie informelle, qui est encore un sujet important en Algérie, qui pèse entre 30 et 40% du PIB algérien. Mais à côté de l'économie informelle, vous avez une économie concurrentielle réelle avec des centaines de PME et d'entreprises de taille intermédiaire qui peuvent aller de 50 personnes à 6 000 ou 10 000 personnes pour les plus grands groupes. Et ces entreprises, aujourd'hui, elles sont présentes sur l'ensemble du territoire algérien. Trop souvent, nous, Français, avons tendance, quand on va en Algérie, on prend l'avion le matin à Alger, on rentre le soir. Donc ça, c'est fini. C'est comme quand on allait à Bruxelles dans les années 90, on pensait changer l'Europe, en arrivant le matin à 7h, en repartant à 17h. L'Algérie, c'est pas qu'Alger, c'est toute la partie ouest. C'est Oran, Sidi Bel Abbès, Mascara, Saïda et les hauts plateaux. C'est les hauts plateaux du centre, avec Sétif, qui est la deuxième grande agglomération Algérie, avec des industriels, agricoles, industriels extrêmement importants. Toute la zone est, Constantine, Guelma, la Kabylie évidemment, avec Akbout, Tizi Ouzou, Béjaïa, et puis tout l'arrière-pays, Ouarglar, Gardaïa, etc. Donc il faut bien voir que ces entrepreneurs aujourd'hui, ils sont vraiment dans les 3 grandes géographies d'Algérie, à la fois en bord de mer, sur les hauts plateaux et dans l'arrière-pays. Donc à nous de comprendre cela, de mieux saisir la géographie industrielle et productive de l'Algérie pour comprendre que ça peut être aussi important d'aller sur les hauts plateaux, d'aller dans l'arrière-pays, ne serait-ce que parce que les terrains sont très bon marché, le foncier, beaucoup d'efforts sont faits de la part du gouvernement algérien dans ce domaine, et on a vraiment les moyens d'y aller. Ces entrepreneurs algériens aujourd'hui, ils sont dans une démarche qualité. Ils ont parfaitement compris qu'il leur fallait à la fois maîtriser des flux de production, innover, avoir des labels, pour demain à la fois répondre à la concurrence de plus en plus forte et exporter sur l'Afrique. 2, ils ont compris aussi qu'il faut entrer dans une logique de compétences. Donc la formation, et c'est évidemment la première priorité de ma mission, est évidemment essentielle pour eux. 3e caractéristique, ces PME algériennes sont très souvent des PME à structure familiale, comme bon nombre d'ailleurs de nos PME. Ça veut dire que ces familles, depuis 20 ans, 30 ans, investissent sur le long terme. Ils ne sont pas obsédés par le ROE du vendredi après-midi ou du cours de bourse. Donc ils investissent sur le long terme, malgré, ou je dirais, malgré ou grâce, je ne sais pas, à l'incertitude de l'économie mondiale qui est évidemment de plus en plus forte. Et en plus, ils ont des ressources financières. Xavier Belin pourra en parler mieux que moi. Tous les entrepreneurs que je rencontre et qui travaillent avec des entreprises françaises, qui sont demandeurs de travailler avec des opérateurs français, souvent payent en cash pour développer leurs produits. Donc ça, c'est un deuxième enseignement qui est extrêmement important. Il y a toute une nouvelle génération aujourd'hui aussi d'entrepreneurs algériens, d'entrepreneurs et d'entrepreneurs algériens, qui ont entre 20 et 30 ans, qui sortent d'université, qui sortent des écoles d'ingénieurs et qui aujourd'hui créent leur entreprise. Et il est important que nos PME, mais aussi nos grands groupes, interviennent en amont des processus. Quand je vois certains groupes américains que je ne citerai pas dans Internet, qui sont hyper présents et qui sont capables, à Biskra, à Tougourt ou à Oran, de venir financer des développements de start-up algériennes, alors que nous regardons ça de très loin, il faut faire attention, parce que les enjeux, ils se jouent aujourd'hui, et ils se jouent en amont. Il ne faut pas arriver en aval. Il faut faire aussi le pari de l'Algérie en amont. Évidemment, les structures existantes, BPI France, Business France, d'autres chambres de commerce et d'industrie Alger sont là évidemment pour vous aider. Le 3e enseignement que je constate sur le terrain, c'est, on en parlait tout à l'heure, en 2 mots, c'est la politique économique que le gouvernement algérien essaie de mettre en œuvre depuis quelques années. Sur le terrain, je la vois à travers 3 axes. Premier axe, c'est comment arriver à diversifier notre économie, je me mets à la place du gouvernement algérien, d'une part parce que ça permet d'avoir moins de vulnérabilité par rapport aux aléas de l'économie mondiale, 2, ça permet de répondre aussi
à la création d'emplois qui est indispensable. Les économistes algériens considèrent que dans les 3 pays du Maghreb, c'est 30 millions d'emplois qui doivent être créés dans les prochaines années. L'Algérie a fait un énorme effort de massification aussi dans les universités. Et donc il faut que ces universités aient une interface avec le marché du travail et puissent permettre d'allouer leurs étudiants sur un marché du travail actif, avec un tissu d'entreprise actif, donc le plus diversifié possible. Le deuxième point, c'est la modernisation de la gouvernance de la sphère publique. Donc là, il y a un travail très important qui doit être fait sur les processus de décision. Il faut décider, ensuite il faut que ces décisions puissent se mettre en œuvre. Le ministre de l'Industrie, M. Boucheret, il y a encore un an, à une rencontre économique ici en France, soulignait que sur 100 argent décidés, parfois 10 ou 15, 20 étaient simplement investis. Donc il y a un gros travail aujourd'hui sur les processus de décision. Et le troisième point, c'est le rôle des collectivités territoriales. Il faut insister là-dessus. De plus en plus, 2 points. 1, les walis, les préfets, qui sont dans toutes les grandes villes algériennes, depuis l'été 2016, ont pour mission aujourd'hui de jouer un rôle beaucoup plus important dans le développement économique de leur territoire. Et les maires également, notamment à travers la question du foncier, de l'immobilier, ce qui est très important lorsqu'on crée évidemment des joint ventures. L'autre enjeu, c'est le fait que la loi d'orientation des PME, qui est sortie, je crois, le 11 janvier dernier, met aussi l'accent sur le rôle central des collectivités locales. Donc vous avez un État historiquement très centralisé, très déconcentré, aujourd'hui qui est conscient qu'il faut qu'il se déconcentre et qui donne plus de pouvoir aux collectivités locales. Et ça aussi, pour les entrepreneurs français qui vont dans ces territoires, voir le Wali, voir l'administration locale, en relation avec l'entrepreneur, c'est évidemment un enjeu important. Donc voilà 3 enseignements que moi je tire. 1, des besoins considérables dans tous les domaines du développement humain où nous avons une offre française en termes de formation technique, industrielle et de services à l'industrie. 2, un tissu productif, une génération d'entrepreneurs algériens qui montent en qualité et en compétences et qui veut travailler avec nous. On est entre nous, donc je parle avec... rien ne sortira d'ici. Ils veulent travailler avec nous. Pas tellement avec les Chinois. Ils commencent à en avoir assez des Chinois. Les produits contrefaits, vous sortez d'Alger sur Blida, vous voyez des centaines d'épiceries qui vendent des produits contrefaits. Il y a le stylo chinois qui dure 5 minutes, il y a le stylo français qui peut durer quelques mois. Donc il faut profiter aussi de notre capacité à nous de nous imposer à travers des projets globaux qui allient à la fois formation, production, maintenance et accompagnement. Donc ça, c'est vraiment 3 enseignements auxquels il faut être extrêmement attentif. Monsieur Mignot, excusez-moi. Merci. Non, c'est un arrêt provisoire. On évoquera tout à l'heure Paris-Alger, Paris-Berlin, puisque ça fait un carton formidable sur Internet. Oui, parce qu'on a mis un triptyque en ligne. Alors, il y a des titres. La presse algérienne a beaucoup repris votre interview. Monsieur Belin, vous avez une expérience de terrain en Algérie depuis l'année dernière. Si vous voulez témoigner de tout ça. Alors, l'agroalimentaire, pardon, juste un mot. C'est un des axes préconisés par le Forum des chefs d'entreprise de développement formidable, puisque l'Algérie importe 10 milliards d'euros, je crois, de nourriture, et qu'il y a 48% des surfaces arabes qui ne sont pas cultivées. Je vous laisse parler. Bien, merci, mesdames, messieurs. D'abord, merci de votre invitation. Merci à BPI France et au journal La Tribune. Un tout petit mot sur le journal La Tribune, si vous permettez, parce que c'est un des rares médias en France qui, en ce moment, ouvre son journal justement sur les questions internationales, à la fois européennes, mais évidemment aussi africaines. C'est pas fréquent, c'est pour ça que je voulais le signaler, parce qu'on a un contexte politique en ce moment en France qui est très recentré sur la France et ses petits soucis, alors certes qui sont importants. Je crois qu'il est bon aussi que de temps en temps on se projette un peu et qu'on ouvre justement notre champ de vision. Alors, 3 choses. D'abord, les relations évidemment entre l'Algérie et la France sont historiques dans le domaine agricole, dans le domaine agroalimentaire. Elles étaient jusqu'à un passé récent essentiellement orientées sur des relations commerciales. La France est un grand fournisseur de l'Algérie, notamment en céréales, en produits laitiers, en viande, etc. Mais depuis quelques années maintenant, on est rentré dans une nouvelle ère, et je pense que c'est une ère durable. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, évidemment, par Jean-Louis, puisque non seulement c'est son credo, mais il en est un des artisans presque en termes de théoricien en quelque sorte. C'est la co-construction, c'est le co-développement, c'est le co-investissement. Et évidemment avec l'Algérie, quand on dit ça, enfin je le dis devant le représentant du groupe Benamor, on a toutes les capacités aujourd'hui, non seulement à se comprendre, mais à pouvoir justement à la fois tirer parti
de part et d'autre d'ailleurs, côté algérien comme côté français de cette co-construction, mais surtout essayer aussi d'identifier quels sont les enjeux. Et derrière l'agriculture aujourd'hui, derrière l'alimentation, il y a bien sûr des enjeux qui sont liés à la démographie, il y a des enjeux qui sont liés en particulier à ce réchauffement climatique dont on ne peut plus nier aujourd'hui les effets. Et évidemment, le Maghreb globalement, mais une grande partie de l'Afrique va être aussi impactée par ces sujets-là. Donc quand on évoque les nouvelles technologies, quand on évoque la question énergétique, quand on évoque la question de l'eau, des ressources naturelles, ce sont aussi des sujets qui sont évidemment complètement imbriqués dans la capacité à produire au sens agricole du terme, mais aussi évidemment à satisfaire les besoins alimentaires. Alors, peut-être 3-4 remarques assez vite. D'abord, oui, nous avons une expérience maintenant depuis 2 ans de co-investissement avec une entreprise, alors je ne sais pas si je peux la citer, le groupe SIM. Là, c'est dans le domaine de la nutrition animale. Il se trouve qu'on avait un projet au départ qui était calibré à un certain niveau. On pense déjà à le doubler, probablement à le tripler, parce qu'aujourd'hui la demande est telle et les perspectives sont extrêmement importantes. Donc quand on évoque des chiffres parfois, ou des nombres à 2 chiffres, pour expliquer le potentiel de production et de demande, on est en plein dedans. Deuxième exemple, celui-là il est tout à fait actuel. Nous sommes aujourd'hui en co-construction avec un autre groupe, le groupe Djihadi, pour produire de la mayonnaise sur place. Alors ça va vous faire sourire, mais aujourd'hui nous exportons de la mayonnaise depuis Dunkerque qui passe par Marseille, par Sète, pardon, et puis Alger. Donc, alors ça a été dit par Alexandre tout à l'heure, les droits de douane aujourd'hui qui s'appliquent sur un certain nombre de produits qui ne sont pas considérés comme de première nécessité, les sauces, les mayonnaises en font partie. Ça nous a incité à accélérer donc ce projet d'investissement. Il devrait être d'ailleurs réalisé. Bon, on a eu des petits problèmes fonciers, mais ça fait partie des petites tracasseries. On découvre un terrain sur lequel il y a une conduite de gaz qui passe en plein milieu, enfin des choses qui ne devraient pas arriver, mais bon voilà, quand on évoque la nécessité aussi de moderniser finalement la gouvernance et l'administration, il y a des choses quand même aujourd'hui sans doute à améliorer. Enfin, tout ça avance. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est 3 choses simples. D'abord, on a évoqué la transsaharienne tout à l'heure. La transsaharienne, c'est un sujet pour nous évidemment fondamental. Quand je dis nous, c'est français, et je me permets de dire nous, Algériens. Pourquoi ? Parce que à travers ces projets que nous allons développer dans l'agroalimentaire, il y a bien sûr le marché intérieur algérien qui est fondamental, il est en croissance très forte, mais il y a aussi évidemment le subsaharien. Et la transsaharienne, elle permet quoi ? Elle permet d'aller justement au Niger, au Nigeria, au Tchad et dans plusieurs pays. Ceci de manière tout à fait rationnelle, puisque on a fait des convois il y a quelques années avant que Al-Qaïda malheureusement n'empêche la fréquentation de cette transsaharienne. On a fait des convois depuis Alger jusqu'au Niger et donc ensuite au Nigeria. Ça prend 5 jours. 5 jours, c'est rien. Les camions sont chargés, ça part en file et escorté par l'armée, très souvent. En tout cas, c'est un potentiel de développement supplémentaire. Et je le dis notamment pour des entreprises qui ont des projets d'investissement en Algérie. Il faut regarder bien sûr le marché algérien. Il faut aussi regarder évidemment un peu plus au sud. Deuxième sujet, et ça revient évidemment à des questions qui sont à la fois de gouvernance mais aussi de stratégie. On ne peut pas faire d'agroalimentaire avec un sourcing Algérie si on ne modifie pas, si on ne fait pas évoluer non plus la question agricole en Algérie. Et j'évoquerai 2 sujets. Le premier, c'est la question au fond de la stabilité. Alors en France, on a un dispositif, je ne rentre pas dans la technique, qui s'appelle le statut du fermage, qui permet finalement à un agriculteur de pouvoir investir sur le long terme sans être menacé par rapport à son foncier ou par rapport à ses installations. Je crois que là-dessus, on a des choses à faire bouger. Et puis la deuxième idée quand même, c'est de favoriser l'installation de jeunes agriculteurs. On en a besoin en Algérie. Vous rappeliez, Alfred, tout à l'heure qu'il y a énormément de potentiel agricole, c'est vrai. Mais ça suppose évidemment que pour ça, on ait aussi un soutien, alors sur la partie investissement, sur un encouragement aussi à la formation de bon niveau pour des jeunes, mais également à la capacité de bénéficier aussi de certaines infrastructures. Je pense à l'accès à l'eau. Alors, il y a eu des périmètres aujourd'hui de développer en matière de cette infrastructure sur l'eau. Je crois que ça peut encore progresser. Enfin, ce sujet de l'installation de jeunes agriculteurs dans l'agriculture est évidemment très important. Le troisième sujet, c'est celui que nous vivons tous quand nous sommes co-investisseurs en Algérie. Alors je le dis de manière très simple mais très directe. On a dit que ce matin, il fallait aller pousser un peu les portes. Bon, c'est évidemment la question de la minorité dans l'investissement que peuvent faire des entreprises en Algérie. Je parle du 49-51. Alors ça fait quelques années qu'on nous dit mais tout ça va bouger.
Bon, quand vous êtes un grand groupe, je dirais qu'à la limite, vous pouvez vous en sortir. Quand vous êtes une ETI, et le groupe Avril, alors on va dire que c'est une grosse ETI, hein, c'est 6,5, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas un grand groupe, mais on voit bien qu'à certains moments, on est peut-être un peu gêné par cette configuration du 49-51. Est-ce que ça bougera ou pas? En tout cas, c'est une vraie question. Je ne sais pas si elle est limitative en tant que telle. Elle peut être limitante quand on n'a jamais investi en Algérie. Moi, je peux témoigner qu'aujourd'hui, elle ne nous gêne pas, en tout cas, Groupe Avril en investissement à 49,51, et elle ne nous gêne pas pour une seule raison, enfin une seule, peut-être d'autres, mais une en tout cas en particulier, c'est qu'on a aujourd'hui en face de nous des chefs d'entreprise algériens qui sont absolument remarquables. Bon. Et à partir du moment où on a ce pacte de confiance, où on est en pleine complicité, en pleine intimité par rapport à ces investissements, c'est pas vraiment un problème en soi, mais ça peut l'être quand on n'a jamais investi. Et puis le dernier mot que je voudrais peut-être aussi souligner, alors là aussi je le dis en tant que à la fois agriculteur et industriel, nous en tout cas nous pensons qu'il y a un potentiel aujourd'hui sous-évalué ou sous-estimé, évidemment sous-réalisé, qui est lié en fait à une difficulté des relations sud-sud. Bon, je dis les relations sud-sud, alors évidemment je pense à l'échelle maghrébine, hein, ça va de soi, mais je pense que le jour où on est en capacité quand même d'avoir une action particulière sur ces relations sud-sud, je pense que l'Algérie, pour le coup, bénéficiera grandement de ce type d'évolution, parce qu'on sent bien que sur un plan commercial, sur un plan de l'investissement, sur le plan des besoins aussi exprimés par toute cette grande région, et j'y mets évidemment tout le Maghreb, mais on peut aller au-delà, on voit bien qu'aujourd'hui, à la fois sur l'Est comme au sud de l'Algérie, il y a des potentialités très importantes. Aujourd'hui, on est quand même un peu bloqué par cette situation. Alors, elle nous dépasse, nous, j'allais dire, les gens du monde économique, mais je pense qu'il est important aussi que nous la rappelions, parce que ça fait partie des enjeux très certainement sur lesquels, et je termine là-dessus, peut-être l'Europe a-t-elle aussi une responsabilité en termes géopolitiques. Je dis souvent que l'Europe devrait faire un quart de tour sur elle-même, elle ne l'a pas encore fait. On a beaucoup, évidemment, développé à l'Est, et il fallait le faire, de l'Europe. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire ce quart de tour et regarder de plus en plus vers le Sud. Ça vaut d'ailleurs pour des questions économiques, ça vaut aussi pour des questions beaucoup plus politiques, beaucoup plus géostratégiques. Ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient, évidemment, a aussi des impacts sur la Méditerranée. Donc voilà, tous ces sujets aujourd'hui sont des sujets très importants. En tout cas, moi je veux dire à la fois ma confiance et mon optimisme. Et tout à l'heure, à la fois Isabelle Bébéard, mais Jean-Louis, et puis Jean-Louis Levé à l'instant, rappelait ce potentiel formidable qui est exprimé aujourd'hui en Algérie. Nous y croyons, en tout cas, c'est un peu le message aussi que je voulais passer ce matin. En vous remerciant. Merci, M. Belin, pour la persévérance de votre engagement en faveur du Sud. Car je suis témoin. En 2012, Jean-Louis avait organisé une conférence, vous étiez déjà là. Donc, alors, vous avez évoqué la règle du 49-51. Je vais laisser M. Aliouat répondre, mais je vais juste dire un mot d'abord. C'est que, selon les chefs d'entreprise du FCE, cette règle s'est beaucoup adoucie. C'est ce qu'ils ont dit. Ils étaient il y a 15 jours à Business France pour une journée Algérie. Et qu'il y a des pactes d'actionnaires qui permettent aux minoritaires, finalement, d'avoir des droits de vote augmentés, quoi. Mais on va revenir donc à... Bon, alors, je vous remercie de me passer la parole. J'aimerais dire deux choses. Je suis là et je vous remercie pour les interventions que je ne considère pas comme étant des interventions optimistes. Je pense que la question n'est pas de savoir si on est pessimiste ou optimiste. J'ai en face de moi là des investisseurs, des gens du monde de l'investissement, de la finance, de l'entreprise, etc. Vous n'avez pas le droit de vous contenter d'un simple prévisionnel, d'une extrapolation de données passées vers l'avenir. Il y a des ruptures fondamentales qui ont été opérées en Algérie. Il faut avoir une approche prospective. Moi, je ne dirais pas optimiste, mais simplement avoir une approche prospective comme n'importe quel investisseur aujourd'hui qui souhaite saisir des opportunités en Algérie. Je pense que en Algérie, comme partout ailleurs, on n'attend pas l'avenir comme on attend un train.
en tant qu'investisseur, vous devez vous engager dans cette dynamique. Et quand je parlais tout à l'heure de la loi de finances 2017, avec cette rupture, on ne peut pas... la loi de 2017, qui est courageuse, hein, pas populaire du tout, hein, mais courageuse, elle est là pour endiguer justement la rupture qu'il y a dans les revenus issus des hydrocarbures. Donc ça, c'est une première chose que je voudrais dire concernant la loi de finances, enfin pardon, la loi 49-51, dont vous avez bien compris qu'on impose à l'investisseur français qui souhaite s'implanter en Algérie un co-investisseur algérien. Oui, non, mais là je parle de l'investisseur français. Vous m'entendrez souvent parler d'entreprises françaises ici, hein, mais tous les investisseurs, bien évidemment, heureusement d'ailleurs. Il n'y a pas de discrimination de ce point de vue-là. Bon, d'abord, statistiquement, il n'y avait pas plus d'investissements, voire il y en avait moins avant la loi sur le 49-51 qu'après. Ça, il faut quand même rétablir les choses. Ce n'est pas la loi concernant le 49-51 qui a bloqué les investissements. Deuxièmement, il faut savoir que la priorité de l'Algérie, comme n'importe quel État d'ailleurs, c'est à la fois le développement et l'emploi. La lutte contre la pauvreté, l'emploi, le développement. Cette loi 49-51, il faut quand même comprendre l'esprit. Elle n'est pas toujours la même partout ailleurs à travers le monde. Ça n'est pas une loi de prédation sur le patrimoine de l'investisseur français en l'occurrence ou étranger. Ça n'est pas une loi de prédation. C'est une loi qui est faite pour, je dirais, favoriser l'intégration locale dans les processus de production, opérer des transferts de compétences, des transferts de technologies, etc., etc. Bon, et durablement. Donc, c'est la raison pour laquelle, au même moment que l'on instaurait cette règle de la 49-51, il n'y a pas eu de modification des règles du Code du commerce concernant ce qu'évoquait tout à l'heure Alfred Mignot, c'est-à-dire qu'il est possible, pour un investisseur français, par exemple, d'avoir un double droit de vote, d'organiser l'organisation des pouvoirs à peu près comme il l'entend au sein de l'organisation. Autrement dit, il ne perd pas le pouvoir. La difficulté du 49-51, c'est surtout d'identifier le partenaire idoine en Algérie. Et vous l'avez bien dit, nous, on a trouvé des gens formidables, etc. Beaucoup d'entreprises françaises, aujourd'hui, plutôt que de se rendre en freelance et un peu à l'aventure, passent par des cabinets, passent par des banques pour identifier des partenaires qui soient apporteur d'une valeur ajoutée. Donc ça me semble important de le noter. Ça n'est pas une loi de prédation sur le patrimoine de l'investisseur. Pas du tout. On est dans une logique de développement, de co-développement, etc. C'est d'un certain point de vue assez cohérent. Même si, souvent d'ailleurs, les entrepreneurs de plus petites entreprises ont beaucoup de mal, parce qu'on est dans une relation intuitus personae très forte, et ont beaucoup de mal à se faire à l'idée d'avoir un partenaire algérien, ce qui n'est pas le cas des grandes, qui n'ont aucun problème de ce point de vue-là, globalement. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les choses ne sont pas dites clairement, mais on est bien dans cette logique de co-développement souhaitée. Donc voilà ce que je voulais dire de... Très bien. Justement, co-développement, coproduction. Au programme était prévu un point, ce qu'attendent les Algériens des partenaires français. Voilà, peut-être qu'on peut rapidement évoquer dans la prospective justement... je pense que quand la volonté politique existe, les moyens suivent. En l'occurrence aujourd'hui, et c'est un tournant, il existe une véritable volonté politique, volonté des instances gouvernementales d'instaurer un certain nombre de projets qui vont apparaître là. Je voulais les aborder par secteur très rapidement, mais pour vous expliquer qu'il y a aujourd'hui en Algérie un certain nombre de priorités qui sont définies par secteur. En l'occurrence, l'efficacité énergétique, je les aborde dans un ordre qui ne sera pas celui de la présentation tout à l'heure, mais les clusters, enfin, j'en parlerai, les milieux innovants, l'économie numérique, l'agro-industrie, l'agriculture et l'agro-industrie, l'investissement en infrastructure, même s'il y a eu quelques coupes sombres dans les investissements en termes d'équipement, ça reste quand même un pays d'investissement dans les infrastructures, l'économie du tourisme et des services, l'internationalisation et puis ce que veut devenir l'Algérie, c'est-à-dire un hub africain. Là, l'Algérie attend de ses partenaires
qu'elle s'inscrive dans cette dynamique. Ce n'est pas l'Algérie, l'État algérien seul qui fera, mais la volonté politique existe. Les cadres ont été définis. Il existe un programme, ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes. En l'occurrence, ici, on le voit bien dans le cadre de l'agriculture, il y a une véritable libération du foncier dans le domaine agricole. Il y a des programmes de formation aux bonnes pratiques qui permettent d'augmenter l'efficience productive dans le secteur de l'agriculture. On va vers plus de sécurité alimentaire au sens quantitatif du terme et vers une qualité nutritionnelle. Là aussi, il y a des coopérations et du co-développement possible et souhaité avec des savoir-faire français. Vous avez aujourd'hui un territoire qui, depuis 1980, a fortement évolué en termes d'investissement et développement agricole. Aujourd'hui, un peu à l'image d'autres secteurs industriels, l'objectif de l'État algérien, c'est de pouvoir développer par des bonnes pratiques justement ces potentiels agricoles sur des territoires beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient. Ça, c'est un véritable défi. Ce qu'attendent les Algériens par rapport à ce secteur-là, c'est des transferts effectivement de compétences, du co-développement dans ce domaine-là. C'est à peu près vrai dans tous les secteurs. L'Algérie, c'est un pays qui est assez fortement digitalisé. On a une économie numérique qui a été priorisée. Il y a un programme e-Algérie 2013 qui a donné des résultats. On est quand même dans un réseau de fibre optique de plus de 50 000 km et qui arrose, qui irrigue à peu près toute l'Algérie du nord au sud. Donc il y a un vrai potentiel aujourd'hui d'investissement numérique, d'investissement dans la digitalisation et de l'économie et des infrastructures. Voilà ce qu'attendent les Algériens. Concernant les énergies renouvelables, l'Algérie ne veut pas faire des énergies renouvelables pour faire des énergies renouvelables et à la limite, dans un premier temps, compte tenu du fait qu'elle est producteur d'énergie fossile, on peut présupposer qu'elle n'avait aucun intérêt à se lancer dans les énergies renouvelables. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 40% de la production du gaz algérien qui est mis dans la production d'électricité en Algérie, ce qui est bien évidemment complètement inconcevable pour une économie saine. L'idée, c'est que progressivement, et on parle d'efficacité énergétique, donc il y a aussi, dans l'efficacité énergétique, il y a aussi les bâtiments intelligents, donc là aussi, il y a du transfert de technologie, il y a du transfert de savoir-faire du nord vers le sud, c'est des questions de pollution aussi, parce que des boues et des stations d'épuration permettent aussi de produire des biogaz, etc. L'idée, globalement, ce n'est pas de sortir d'une politique de la rente, mais d'avoir une politique de la rente qui est beaucoup plus intelligente. Je résume rapidement. En 2030, l'idée, c'est de passer au moins à 27% de production nationale d'électricité via des énergies renouvelables. Mais dans un modèle qui est celui-ci, c'est finalement en remettant bon là c'est le programme simplement, le plan d'action 2020 qui a été défini compte tenu des potentiels, notamment éoliens et solaires algériens. Je pense que les slides pourront être mis à la disposition de tout un chacun, puisqu'elles vont un peu vite. Mais l'idée vous l'avez sur votre droite, c'est qu'on réinjecte, on remet du gaz. Aujourd'hui, il faut savoir que l'Algérien, le citoyen algérien paie son gaz 24 fois moins cher qu'un Suédois, entre 10 et 15 fois moins cher qu'un Européen ou qu'un Nord-Américain. En remettant du gaz sur le marché à l'international, vous remettez du gaz sur un marché qui vous rémunère davantage et qui, par conséquent, en contrepartie d'apports, je dirais, de compétences, peut financer aussi vos investissements en matière d'énergie renouvelable. Autrement dit, progressivement, en remettant de la disponibilité gazière sur les marchés internationaux, vous financez votre plan en matière d'énergie renouvelable. Donc c'est l'investissement aussi par le transfert de compétences, de technologies. Donc vous voyez comment on peut, sans bousculer cette logique de la rente, c'est un pays comme la Norvège, comme beaucoup d'autres pays, qui a une rente, mais elle peut l'utiliser beaucoup plus intelligemment. Et c'est ce qui se cache en réalité derrière ce programme en matière d'énergie renouvelable. Donc il y a bien évidemment une attente très forte
des Algériens vis-à-vis d'investisseurs européens, français, étrangers dans ce domaine-là. Et c'est vrai à peu près pour tous les domaines. Vous avez aujourd'hui, en France, on connaît bien les systèmes de production localisés, les pôles de compétitivité. L'Algérie, aujourd'hui, comme à peu près tous les grands pays industriels, souhaitent se développer dans des dynamiques territoriales. Donc on est sur de l'innovation en réseau, et l'innovation en réseau à l'échelle internationale. Il ne s'agit pas de référencer, de contenir, de circonscrire l'innovation à des zones algéro-algériennes. Donc on est bien dans des réseaux internationaux. On le voit sur les cyberparcs avec un projet national. C'est vrai aussi pour les 9 espaces de programmation économique définis. Et c'est ça qui est intéressant en matière de prospective, c'est que les programmes existent, la loi existe, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. La volonté politique n'était pas formalisée, elle l'est aujourd'hui. Mais l'Algérie seule ne fera pas, n'atteindra pas ses objectifs si elle ne le fait pas dans le cadre d'un partenariat, notamment avec son partenaire privilégié qui est la France. En réalité, la France, c'est ça, je dirais presque son partenaire historique. C'est évident, quoi qu'on dise, les Algériens regardent la France et la France regarde l'Algérie, quoi qu'on dise. Et je suis ici devant un parterre de responsables qui sait très bien de quoi je parle. Et le système est toujours le même. On a un grand nombre de secteurs d'activité qui ont été définis et qui irriguent maintenant l'ensemble du pays. Ça, c'est le programme. Ça, c'est l'Algérie de demain. Ça, c'est ce qu'attendent les Algériens, des partenaires français en l'occurrence. Toujours dans ce même schéma. C'est vraiment le système de production localisée, parc d'activité. Appelons-les comme on veut. Il y a aussi, c'est pas que du pôle de compétitivité, parce que le pôle de compétitivité se limite à des réseaux de connaissances, en fait. Ici, on va bien au-delà, on est plus sur des logiques de clusters à l'américaine, ou des parcs espagnols ou italiens, ou ce que savaient très très bien faire, je dirais, les Français dans le cadre des systèmes de production localisés. Et on a toujours le même... et donc les entreprises françaises, finalement, quand elles vont investir, je suis dans une prospective ici, vont investir dans une logique d'écosystème. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas se retrouver isolées, sans conseil, sans accompagnement, sans logistique, etc. L'idée, c'est de créer ces espaces qui, voilà ce qu'on attend en matière d'expertise. Vous êtes arrivé au bout, là, Boilem ? Alors, oui, ça c'est intéressant, allez-y. Oui, voilà. Alors, contrairement à... Bon, je vais revenir sur la slide précédente, mais contrairement à ce que l'on pense, aujourd'hui, effectivement, il y a un grand nombre... Enfin, il y a finalement, les grandes industries lourdes sont effectivement occupées par la partie publique, les eaux, les énergies, les mines, carrières, les industries de sidérurgie, métallurgie, etc. C'est plutôt de l'investissement public. Mais il y a des opportunités de partenariat public-privé. On parlait tout à l'heure de la loi qui va effectivement émerger en matière de partenariat public-privé. Je vous signale que même en France, il n'existe pas de loi consacrée spécifiquement au partenariat public-privé, puisqu'on utilise des coquilles, notamment la concession, le service public, etc., qui existent déjà. Ici, il va y avoir une loi, donc une véritable détermination politique à instaurer des partenariats public-privés, et puis des joint ventures, des opportunités de co-développement avec des entreprises privées à peu près dans tous les autres secteurs. Et quand je dis tous les autres secteurs, vous vous rendez bien compte que la marge est énorme par rapport au parc qu'on a évoqué tout à l'heure. Ici, dans 10 ans, il faudrait que ce tableau ait 4 fois plus ou 5 fois plus d'activités. Et là encore, c'est ce que les Algériens attendent du co-développement avec la France. Donc 2030, c'est super. La prospective, Jean-Louis You est ravi parce que c'est son domaine d'excellence. Et on demandera à Alexandre Kateb ce qu'il en pense. Mais avant, je voudrais le témoignage de Jean-Louis Levet parce que lui a une approche très micro de ce qu'attendent les Algériens, les entrepreneurs en tout cas, ou les responsables, puisqu'il passe son temps à les rencontrer. Donc, et aussi, alors, ce qui est en amont de tout ça, le développement, c'est quand même la formation. Il va nous en parler. Nous avons pris, enfin nous, Français, Algériens, pris des initiatives. Il en est l'initiateur souvent. Il va nous parler de ça aussi. Merci, oui.
Très rapidement, je ne suis pas un prospectiviste, mais quand j'écoute nos amis algériens, ce que j'entends, c'est la question n'est pas de savoir où nous serons dans 20 ans, la question c'est de savoir où nous voulons être dans 20 ans. Évidemment, ça change tout en termes de mode de pensée. Si on est dans cette perspective où voulons-nous être dans 20 ans, quand je rencontre les entrepreneurs algériens, mais aussi les universitaires, les clubs algériens aussi, il ne faut pas oublier qu'en Algérie, de plus en plus, s'il n'y a pas d'organisation par branche comme en France, il y a des clubs d'entreprises aujourd'hui qui fédèrent de plus en plus d'entreprises. On y reviendra peut-être, mais c'est important pour les entrepreneurs français de les contacter. Vous avez 2 grands clubs d'entreprises en Algérie. Vous avez le Forum des chefs d'entreprise d'un côté, vous avez le CEMI, le club des entrepreneurs et des industriels de la Mitidja. Chacun regroupe entre 1000 et 1400 entreprises. Et ils s'organisent, eux, ensuite, par grand domaine. Donc c'est important de savoir qu'en Algérie, vous avez comme interlocuteur possible aussi des patrons qui sont responsables de clubs d'entreprises présents de plus en plus sur l'ensemble du territoire algérien. Sur la partie microéconomique, je dirais que nos amis algériens aujourd'hui, je schématise à l'extrême, il y a 10 ans, ils étaient dans une logique de transfert de technologie. Aujourd'hui, ils sont dans une logique de innovons ensemble. Transfert de technologie, c'est un rapport de pays développés à pays sous-développés. On a un stock de technologie, puis nous allons réfléchir et condescendre à voir qu'est-ce qu'on peut transférer dans un autre pays. Ça, c'est le paradigme des 30 glorieuses. Bon. Ça, c'est fini aujourd'hui dans la logique de mondialisation, où sur l'échiquier des États-nations, on a effectivement un binôme France-Algérie qui est naturel et que nous devons construire. Donc pour ça, il faut innover ensemble. Bien sûr qu'il peut y avoir des déséquilibres en termes de savoir-faire dans certains domaines. Bien sûr, la France a une puissance technique, technologique, scientifique beaucoup plus importante. Mais c'est parce que nous avons cette puissance scientifique plus importante que nous avons justement les moyens, avec nos amis algériens, d'innover ensemble. Concrètement, quand des joint ventures se créent à 51-49, je rejoins ce que disait Xavier Belin, il faut bien comprendre que cet outil, en fait, doit être utilisé. Il faut se dire que parce que j'ai un partenaire à 51%, à partir du moment où je choisis le bon partenaire, il va m'aider à comprendre le marché algérien. Il fait déjà de la veille, il fait de la veille active, il fait de l'intelligence économique, il sait se mouvoir dans l'environnement administratif, il connaît les collectivités locales, il connaît son marché, il a les réseaux de distribution. Et donc en fait c'est un gain de temps considérable et la relation de confiance peut se créer assez vite si on est dans cette logique de innover ensemble. Je prends quelques exemples de ces 2 dernières années que nous avons initiées dans le cadre de la mission. Et je vais prendre exprès des cas de start-up et de PME, puisque effectivement pour les grands groupes, c'est plus aisé. Je vais prendre une petite start-up de 5 personnes qui s'appelle IP3 Group, qui est implantée dans la région lyonnaise. C'est une entreprise qui a inventé une nouvelle technologie qui consiste à faire des machines pour fabriquer des palettes en carton. Palettes en carton, c'est évidemment mieux que des palettes en bois, c'est plus léger, c'est moins cher, on ne se fait pas de blessures et on l'utilise partout, dans l'agroalimentaire, dans le BTP, dans l'automobile. Bon, et donc on les a rapprochés dans le cadre de la mission d'un partenaire que j'avais rencontré à Agbou en Kabylie, le groupe Batouche, qui est dans l'agroalimentaire. Ils se sont vus, ils ont passé 6 mois à se comprendre, à expliquer la stratégie l'un de l'autre. IP3 Group est venu à Agbou plusieurs fois. Les gens d'Agbou, Agbou est entre Béjaïa et Tizouzou, sont venus à Lyon. Il y a eu plusieurs mois de travail, d'échange. La confiance progressivement s'est construite. Et au bout d'1 an, ils ont défini un premier plan d'action qu'on a d'ailleurs signé au comité mixte économique franco-algérien. Il y en a un par an. Et aujourd'hui, ils sont dans une logique où ils vont produire entre 300 et 400 000 palettes en 2017. Alors ça se traduit à la fois côté algérien bien par une maîtrise technologique dans les prochaines années. Côté français, pour IP3 Group, c'est une internationalisation, parce que paradoxalement, c'est souvent le cas, ils ont trouvé en Algérie un partenaire industriel qui n'arrivait pas à trouver en France. Ils étaient trop petits, et ça a permis de créer une dizaine d'emplois aujourd'hui dans la région lyonnaise. Donc on est typiquement dans le schéma de Jean-Louis de colocalisation et de coproduction, où coproduire en Algérie permet aussi de créer des emplois en France. Et c'est bien l'objectif. L'objectif, c'est pas de délocaliser massivement et de vider la France de ses emplois, bien entendu. Un deuxième exemple, Piriou est une grosse entreprise de taille intermédiaire à Concarneau qui, comme vous le savez, fait des chalutiers, fait des bateaux de pêche depuis très longtemps. C'est une PME à structure familiale, en partie cotée en bourse. Ils ont des chantiers au Nigeria, au Vietnam. Et lorsque je les ai rencontrés, on a parlé ensemble. Ils savent qu'il y a des chantiers, notamment à Tibaza, de construction de bateaux de pêche. Ben, là aussi, pendant 1 an, ils ont échangé. Les uns sont venus à Concarneau, les autres sont venus à Tibaza. Ils ont fait un travail normal entre chefs d'entreprise. Et au bout d'1 an d'échange, eh bien, ils ont construit un plan d'action. Et aujourd'hui, il y a une JV
Piriou au chantier de Tipaza, 51-49. Aujourd'hui, ils ont revu entièrement les flux de production du chantier, le type de production, le management, le processus de production, l'innovation. En fait, tout ce qu'attendent des entreprises algériennes, des entreprises françaises, c'est-à-dire la capacité à mieux innover, à faire en sorte de passer d'une entreprise qui parfois est assez traditionnelle, taylorienne, à une entreprise en flux tendu, en développant le numérique. Et là, on a un autre exemple dans un secteur dit traditionnel, mais qui est colossal, parce que l'Algérie a 1500 km de côte, elle achète essentiellement ses poissons de l'extérieur. Et donc là, il y a évidemment un enjeu de développement qui est absolument considérable, avec toute la filière, évidemment, qui peut aller derrière. Un troisième exemple, c'est Pomagatski, qui est une ETI de la région de Grenoble, je crois, qui est un des leaders mondiaux dans les transports par câble, par téléphérique. Eux ont passé un accord avec des partenaires publics, l'EMA, l'établissement du métro d'Alger. Et donc aujourd'hui, ils sont à la fois dans la construction et dans la maintenance. La maintenance est un enjeu très important en Algérie. Il y a souvent des déficits dans ce domaine. Donc il y a là aussi pour les opérateurs français un domaine gigantesque en matière de maintenance industrielle, surtout les téléphériques qui existent pour bon nombre de villes algériennes. On peut prendre un autre exemple aussi. Xavier Belin est parti, il est très modeste, mais quand j'ai rencontré Xavier Belin et son secrétaire général Stéphane Irles il y a 2 ans, ils étaient effectivement typiquement dans cette logique d'exportation et donc d'importation de leur importateur, en l'occurrence Djadi, qui est une PME de la région de Blida, que j'ai rencontré encore en novembre dernier, qui est une structure familiale. Ce sont des gens qui sont à la fois industriels, importateurs et distributeurs. Donc c'est intéressant, ils maîtrisent les 3 métiers. Et effectivement, on a discuté ensemble, on s'est dit, à partir du moment où le gouvernement algérien augmente les taxes pour faire en sorte d'encourager la production locale, notamment par les investissements directs étrangers, à ce moment-là, il faut passer une logique d'export à une logique de co-investissement. Et donc, effectivement, avec Djadi, ils ont travaillé pendant plus d'1 an. Et là, ils ont signé une lettre d'intention au comité mixte économique franco-algérien de mai dernier. Et aujourd'hui, ils sont en train, j'étais chez eux en décembre, dans l'acquisition du terrain, dans la construction de l'usine. Et donc, ils vont construire une usine qui va faire des condiments. Alors certains pourraient dire, ah ben oui, il vaudrait mieux faire des hélicoptères que des condiments. Oui, mais c'est aussi de la création d'emplois. C'est aussi des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs algériens qui vont développer ce type de ligne de production. Et puis ils ont développé aussi avec le groupe SIM, qui est à l'ouest de Blida, un triplement de la production en matière de nutrition animale, que j'ai visité aussi. Ce groupe SIM fait aussi le pari du long terme et de l'investissement. Et quand vous visitez cette entreprise, les machines les plus modernes, qui sont souvent allemandes, italiennes, n'ont rien à envier aux usines les plus modernes en France. Alors la question de l'information est un enjeu fondamental parce que les entrepreneurs algériens ont compris qu'il fallait passer d'une logique de qualité à une logique de compétence. Jusqu'à maintenant, comme parfois en France, la formation est souvent considérée comme une dépense. Ils sont de plus en plus nombreux à comprendre que c'est un investissement. Alors dans le domaine de la formation, il y a plusieurs initiatives qu'on a prises, à la fois à la demande du gouvernement algérien, à la demande des entreprises algériennes. Par exemple, il y a 4 projets d'écoles que le ministère de l'Industrie voulait initier. Ma démarche dans ma mission étant toujours non pas de leur dire ce qu'il faut faire, mais de comprendre leurs souhaits, leurs projets, leurs besoins, de les expliciter et ensuite de mettre en face les opérateurs français. Une école des métiers de l'industrie, une école d'économie industrielle appliquée, un institut de logistique et une école de management industriel pour former notamment les cadres moyens et supérieurs du secteur public, ouvert ensuite au cadre du privé. Et donc là, par rapport à ces 4 projets d'école, on a mobilisé 4 opérateurs français, Mines Paris-Tech pour l'école des métiers de l'industrie, l'école d'économie de Toulouse pour l'école d'économie industrielle, l'agence des villes durables Méditerranée à Marseille pour l'institut de la logistique et Schema, l'école Knowledge Management et d'innovation pour l'école du management industriel. Donc voilà, 4 opérateurs français mobilisés sur ces 4 projets d'école. L'enseignement, à la demande des Algériens, mon job a été d'identifier les bons interlocuteurs français pour les mettre ensuite en relation avec notamment le ministère de l'Industrie. Et donc là, il y a un énorme travail à faire parce qu'il s'agit de créer en fait des formations qualifiantes d'abord. C'est ça qui est important. Après, pourront être diplômants dans un second temps, mais il s'agit d'abord de démarrer rapidement. Et là, il y a plusieurs enjeux concrètement qu'on a identifiés. La tendance était peut-être d'abord de dire on fait des écoles académiques et puis on verra les entreprises après. Donc il a fallu un long moment pour travailler ensemble, à la fois avec les opérateurs algériens et français, pour dire comment nous définissons l'ingénierie pédagogique de ces écoles en partant des besoins des entreprises. Mais quand vous posez cette question, c'est-à-dire que les entreprises doivent être capables d'expliciter leurs besoins dans les prochaines années, ce qui n'est pas évident. Donc il faut aussi qu'elles aient des processus de maîtrise, de connaissance de leur portefeuille de savoir-faire et donc de dire voilà les métiers dont nous avons besoin.
besoin dans les prochaines années. Donc ça induit aussi ce type de transformation culturelle. Puis la troisième question ensuite, c'est on ne va pas construire ces 4 écoles comme ça sans synergie. Donc comment penser l'ingénierie pédagogique de ces 4 écoles sur un mode complémentaire? Les cours qu'on va donner en logistique, en institut de logistique, on va les retrouver en management industriel ou dans l'école des métiers de l'industrie. Donc c'est tout ce processus qui fait que depuis 2 ans et demi, nous y travaillons. Ça peut paraître long, mais vous voyez que derrière ces projets, en fait, c'est aussi une transformation à la fois du mode de pensée et du mode d'action de nos amis algériens avec lesquels nous travaillons. Il y a un autre enjeu, c'est le groupe Schneider, par exemple, qui a créé un centre d'excellence dans l'efficience énergétique. Et là aussi, c'est une façon pour les opérateurs français, dans ces centres d'excellence, de mettre leurs équipements pédagogiques à disposition et donc de faire connaître aussi leurs équipements pour inscrire leur image dans la durée dans le pays. Tout ça, vous l'avez en détail, 30 feuillets sur la tribune.fr. En page d'accueil, il y a le dossier L'Algérie demain. On va accélérer un peu, mais c'était jusqu'à 10h30, hein, Jean-Louis, on n'est pas en retard. Alexandre, dites-nous votre sentiment sur la prospective 2030, s'il vous plaît. Écoutez, pour moi, il n'y a pas de véritable, on va dire, dissociation entre la prospective 2030 et les besoins actuels. Hein. Je pense que mon ami Boalem a bien illustré les différentes opportunités qui existent et qui correspondent non seulement à une vision d'avenir, mais à une volonté d'arriver à un objectif et un certain nombre d'objectifs qui sont atteignables et qui sont tout à fait à la portée des Algériens. Je crois qu'il faut le redire, l'Algérie est un grand pays avec un réservoir de compétences humaines gigantesque et je crois qu'il faut sortir d'une espèce de logique parfois qu'on peut adopter souvent d'ailleurs même en Algérie d'autodénigrement parce que l'Algérien est très critique, l'Algérien est râleur et en cela il est peut-être il est relativement proche du français mais il y a aujourd'hui une prise de conscience de ce potentiel et il y a une prise de conscience du fait que ce potentiel est atteignable. Il est réalisable. Et donc aujourd'hui, il y a une approche décomplexée et je pense qu'il faut aborder le marché algérien et l'Algérie en tant que telle dans cette optique, c'est-à-dire vraiment sur un partenariat d'égalité. Il faut comprendre que l'Algérie joue un rôle très particulier pour la France, tout autant que la France joue un rôle pour l'Algérie. Je pense qu'il n'y a pas d'autres relations bilatérales aussi intenses si on regarde dans une logique nord-sud que celle qui existe pour la France en tout cas avec l'Algérie. Et donc il faut avoir conscience de cette importance stratégique de cette relation et développer dans ce contexte un certain nombre d'initiatives fortes. Ces initiatives fortes, je crois, ça a été rappelé par Jean-Louis et par Boalem, c'est la mise en place de tous ces clusters de compétences et de transfert de technologies, de tous ces écosystèmes aussi dans la formation, dans le transfert de l'expertise. Il ne faut pas avoir peur du mot de transfert de technologie. Je crois que les Algériens ont aujourd'hui un appétit très important. Il y a une nouvelle génération qui arrive aujourd'hui aux commandes des entreprises, que ce soit des entreprises publiques ou des entreprises privées familiales. Cette nouvelle génération est ouverte sur le monde. Cette nouvelle génération d'entrepreneurs a soif d'intégrer les nouvelles technologies, a soif d'intégrer les savoir-faire existants. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, on va dire, et minorer la qualité des échanges qui peuvent et qui doivent avoir lieu entre la France et l'Algérie dans ce domaine. Et j'attire vraiment l'attention là-dessus parce que parfois on a l'impression que les deux pays ne sont pas à la hauteur peut-être des enjeux qui sont importants, que Jean-Louis Guigou a rappelé également à travers cette idée de dorsale et de verticale, nord-sud. Et je pense que dans toute cette dynamique concrète de projet,
au niveau de la formation, au niveau du transfert de savoir-faire et aussi au niveau on va dire, de cette vision prospective à laquelle nous voulons parvenir, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'imaginer et de rêver quelque chose et se dire, après tout, voilà, on est là, on se réunit et puis on imagine des choses qui ne se produiront pas. Non, ces choses se produiront, elles se produiront soit avec nous, soit sans nous. Là, je parle pour la partie française, et donc il faut être dans cette dynamique et il ne faut pas louper ce train, et je crois que c'est pour moi le message le plus important de ce type de réunion. Merci Alexandre, bravo d'avoir été court. Alors voilà comment on va terminer. 1 minute pour notre ami Jean-Louis Levebvre sur le concept Paris-Alger, Paris-Berlin, car sur Internet, ce papier fait un carton formidable. 1 minute à Boilem pour quels sont les bons conseils pour les Français qui veulent aller en Algérie. Et ensuite 1 minute à monsieur Louis Bachou, qui est une surprise que je vous ai réservée. Et ensuite on passe aux questions de la salle. Jean-Louis. Oui, pour la France, en termes de proximité, il y a bien sûr 2 enjeux fondamentaux. L'Allemagne, parce que nous savons très bien que depuis le traité de Rome, c'est avec l'axe franco-allemand que l'on construit l'Europe, une Europe aujourd'hui qui est confrontée à de très nombreux enjeux. Et c'est évidemment ces 2 pays qui doivent avoir la capacité de construire l'Europe de demain, en relation évidemment avec nos amis italiens, espagnols et autres. Et en Méditerranée occidentale, c'est évidemment l'Algérie. Donc d'une certaine façon, effectivement, Berlin est à Paris, ce que Alger doit être à Paris. Et ça, je crois que c'est vraiment un enjeu fondamental. Et au-delà de Paris-Alger, en fait, c'est Paris-Alger-Johannesburg. C'est-à-dire qu'on a un véritable axe stratégique qui est très important. Et avec nos amis algériens, c'est la capacité aussi à aller en Afrique demain, qui est, comme le rappelait Jean-Louis, un continent de prospérité potentiellement important, malgré toutes les incertitudes qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes qu'on doit être capable, encore une fois, d'agir en amont, parce que le propre de l'intelligence collective, c'est d'être dans des logiques d'anticipation et pas simplement dans des logiques d'adaptation. Bravo, merci. Très bien. Alors, je prendrai 1 minute 15 pour... pas plus. Alors, je voudrais, concernant ce qu'attendent les Algériens du partenaire français, et puis globalement, ce qui fait, de mon point de vue, le succès d'une relation. Je voudrais raconter simplement une petite anecdote. Lorsque je m'adresse à des entrepreneurs algériens sur la question de l'innovation, j'ai toujours cette question-là: pourquoi est-ce que vous n'innovez pas verticalement? Vous savez, l'innovation se fait souvent verticalement. Je ne veux pas entrer dans le détail, mais si vous prenez, par exemple, je prends le secteur des agrumes au Brésil, une orange, elle est décortiquée dans tous les sens et on en tire des cosmétiques, des produits agro et toutes sortes de produits. Et puis, on a même développé de l'innovation logistique suite à cette activité. Pourquoi est-ce que vous n'investissez pas dans l'innovation et verticalement? Alors, il y a toujours les réponses, je dirais, comparables à celles qu'on aurait pu avoir en France. Oui, la réglementation n'est pas suffisamment incitative, ou on ne finance pas suffisamment, mais ce n'est pas seulement ce qui attire mon attention. Il y a 2 éléments qui attirent mon attention. C'est dans les relations avec nos partenaires étrangers. 1, nous n'avons pas de lisibilité. 2, notamment durable, et nos partenaires ne comprennent pas les réalités locales. Le marché algérien, les marchés africains ne sont pas forcément des fractales des marchés européens. Il est important, de bien connaître, d'identifier les besoins en local, donc de s'inscrire véritablement et de manière, je dirais, archéologique dans l'identification d'un besoin du marché algérien avec le partenaire algérien. Et 2, il faut s'inscrire dans la durée. La pérennité. Tout à l'heure, Xavier Belin disait, avec cette relation pérenne qu'on a avec le groupe SIM, on a suscité des vocations pour de jeunes agriculteurs, etc. Les entrepreneurs algériens ont besoin d'une visibilité, ont besoin d'une durabilité, d'une pérennité de relation. Bien souvent, ils vous disent, ils travaillent avec moi, ensuite ils se trouvent un autre partenaire, et moi je me retrouve. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, à chaque fois qu'ils gagnent 3 sous, ils investissent ailleurs.
Et en fait, on a à chaque fois de l'investissement de subsistance, de l'investissement qui se diversifie, mais qui n'a aucune consistance d'un point de vue industriel ou d'un point de vue économique profond. Et ça n'est pas bon pour la France, parce qu'elle a en face d'elle, finalement, une économie qu'elle n'arrive pas à hisser à la hauteur de ses propres compétences, de ses propres perspectives. Ça, il faut hisser aussi l'Algérie, mais aussi toute l'Afrique, à la hauteur de ce que fait, qui correspond à ce que fait aux compétences françaises. Ça, c'est très important. La durabilité et puis vraiment l'identification d'un besoin. Puis là, vous avez, bien évidemment, ce que je considère comme étant le basique pour réussir en Algérie.